What's up tout le monde, Maxime Ouellet, un shit qui existe. Grosse semaine, cette semaine, on va essayer de faire ça quand même short and sweet, mais pour vrai, je sais pas si c'est parce que c'est la mi-session du cégep, puis que là mon corps est rendu comme habitué à la mi-session de travailler fort, puis de vouloir faire des analyses littéraires, mais j'ai lu un livre à date, puis pour vrai, j'étais parti sur des grandes analyses. J'aurais pu faire une dissertation de quelques centaines de mots, j'ai l'impression. Mais en tout cas, somme toute, je pense que ça va bien aller. Je vous ferai pas une vidéo d'une heure, là. En tout cas, je penserai pas. Donc, that's what up. La musique d'intro, elle commence quand? Elle commence live. Yeah! Lire! C'est un shit qui existe! Premier livre de la semaine, Les Grandes Marées de Jacques Poulain. Jacques Poulain, le petit Jacques Poule. C'est un roman dans lequel, en fait, il y a un protagoniste qui est un traducteur de bande dessinée qu'on connaît seulement sous son nom de code, qui est Teddy Bear pour traducteur de bande. Ce traducteur de bande dessinée-là a été en fait exilé par son patron, à sa demande en fait. Le patron lui a demandé qu'est-ce qui le rendrait heureux et il a demandé de vivre sur une île déserte. Donc le livre commence comme ça en fait. Le protagoniste est seul sur l'île, il entretient un monologue avec lui-même. Le patron va venir le voir et lui demander s'il y a quelque chose qui pourrait le rendre encore plus heureux. Et il est décidé à la fin de cet entretien-là qu'il va avoir une nouvelle habitante sur l'île. Le patron vient déposer sur l'île une femme qui, elle aussi, comme le protagoniste, est accompagnée d'un chat. Donc, ils vont se retrouver maintenant deux sur l'île avec deux animaux de compagnie. Et au gré des grandes marées, va arriver chaque mois de nouveaux personnages qui vont venir servir à entretenir en fait l'île, à entretenir le groupe qui vit sur l'île et à entretenir l'individu qui est le traducteur de bande dessinée. C'est à peu près ça l'histoire. Donc c'est une histoire qui, quand on l'explique comme ça, nous semble très banale. C'est un livre qui d'ailleurs, quand on le lit, nous apparaît comme étant banal, mais il faut pas se méprendre. C'est un classique de la littérature québécoise et c'est pas pour rien. Quand on pose le livre et qu'on se met à se questionner en fait sur ce qu'on a lu, on se rend compte que il y a beaucoup de tours de force qui sont faits par Jacques Poulain. Tout d'abord, Jacques Poulain, c'est quelqu'un qui aime l'aspect ludique de la lecture. Il aime beaucoup jouer avec son lecteur et ça paraît. Premièrement, il ne nous donne pas toutes les informations. Il y a beaucoup de mystères dans ce livre-là. Lui, il ne prend pas en considération le lecteur modèle de Umberto Eco, ou en fait, il le prend en considération, mais il joue avec le lecteur modèle, donc il va lui donner des clés d'interprétation plus loin dans sa lecture. Parfois, on lit une phrase qu'on comprend pas, puis à la fin du paragraphe, on vient de comprendre. Il y a vraiment quelque chose de mystérieux dans tout ça. La forme est très éclatée également. Il y a la présence de dessins, des schémas, des recettes de cuisine, des formules mathématiques, des fiches signalétiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, d'autant plus que ça vient vraiment rajouter quelque chose au récit. Donc à ce niveau-là, on voit qu'il y a vraiment un effort de jouer avec le lecteur. Mais également, il y a la présence du concept de transfictionnalité. La transfictionnalité, en fait, c'est l'idée de prendre certains éléments d'un récit puis de les intégrer à notre prochain récit. Donc de créer une espèce de toile d'araignée entre les différents livres d'un même auteur. C'est la transfictionnalité, un concept qui est vraiment intéressant parce qu'on a la présence de personnages récurrents ou d'éléments récurrents. J'ai été introduit à ce concept de transfictionnalité-là avec l'œuvre du très populaire au niveau des élites littéraires, Patrick Sénécal, qui le fait très bien selon moi. Ne serait-ce que pour ça, peut-être que justement les universitaires qui se présentent comme étant de très grands fans de littérature devraient peut-être redonner un peu ses lettres de noblesse à Patrick Sénécal, mais ça c'est un autre sujet. Jacques Poulain le fait très très bien. J'ai appris ça en fait en faisant des recherches parce que, en toute honnêteté, Les Grandes Marées, c'était le premier livre de Jacques Poulain que je lisais.
mais j'ai cru comprendre que les personnages de Teddy Bear, de Mathusalem, son chat, et de Marie, sa copine qu'il rejoint au début de la diégèse, sont des personnages récurrents dans l'œuvre de Jacques Poulain. Si jamais le concept de transfictionnalité vous intéresse, que vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, je vous invite à aller voir le mémoire de maîtrise de Karine Vachon qui se nomme La transfictionnalité dans l'œuvre de Jacques Poulain. Je suis tombé en fait sur ce devoir de maîtrise sur la transfictionnalité-là parce que je me questionnais à savoir si j'étais le seul qui était titillé par une proximité que je sentais entre les personnages des Grandes Marées et les personnages de la Genèse, c'est-à-dire Adam et Ève. Et j'ai été content de savoir que non, j'étais pas le seul. Il y a vraiment en fait des similitudes entre l'histoire biblique et l'histoire de Jacques Poulain. Je pense pas que c'est un hasard. Il y a dans le cas de Jacques Poulain un patron qui représente une espèce de Dieu et qui le dit même à un certain moment qu'il ne se prend pas pour Dieu le Père. Ce patron-là en fait amène un homme sur une île seule et va l'accompagner par la suite d'une femme, donc Adam et Ève. Déjà là, il y a une proximité incroyable. Par la suite, il va y avoir plein d'autres personnages qui vont se rajouter et qui vont causer un peu la perte de cette relation-là entre Teddy Bear et Marie. Et Teddy va finir par connaître en fait l'exil et la solitude, un peu comme l'a vécu Adam. Ce qui vient encore plus prouver la proximité entre le récit biblique puis l'œuvre de Jacques Poulain, Les Grandes Marées, c'est entre autres l'incipit, donc les premiers moments du roman, roman qui commence ainsi. Au commencement, il était seul dans l'île. Donc ça renvoie un peu là, à cette idée-là de la Genèse. Il y a également tout le champ lexical comme Jardin d'Éden, Paradis terrestre, Paradis perdu, qui vont en fait venir ajouter à cette théorie-là. Puis, si on se questionne, en fait, je pense qu'il y a peut-être même une certaine critique du capitalisme dans cette proximité-là, parce que le Dieu, c'est un patron. On l'appelle le poète de la finance. Je vais en parler un petit peu plus en profondeur de ce patron-là plus tard, mais c'est à se demander en fait si on nous montre pas que maintenant le patron s'est rendu Dieu, si on nous montre pas que le capitalisme est la nouvelle religion. Pour un livre qui est écrit en 1978, je pense que ça ferait vraiment du sens. Mais bon, ça c'est peut-être une théorie un peu plus poussée, mais est-ce que Jacques Poulain est un anticapitaliste? Faudrait voir. Faudrait voir, honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait définitivement... En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait définitivement une réflexion à faire sur le sujet. Je vous ai parlé un peu de Marie et de Teddy Bear, qui sont deux personnages qui se complètent très bien, ils sont dans une relation symbiotique, ils se comprennent, ils arrivent même à se parler par l'esprit à un certain moment dans le livre. Et ce dialogue-là qu'ils entretiennent va être brisé par l'arrivée de nouveaux insulaires sur l'île. Et ces gens-là, eux, vont arriver chaque fois qu'il va y avoir les grandes marées. Donc chaque mois, il va arriver un nouveau personnage. Ce personnage-là, contrairement à Teddy Bear et à Marie, ça va être des personnages qui sont souvent unidimensionnels, des personnages stéréotypés qui représentent une faction de la société et qui arrivent et dans lequel on reconnaît beaucoup justement de stéréotypes. Il y a l'homme ordinaire qui est un homme ordinaire qui fait des petites jobines. Il y a la femme tête heureuse qui représente un peu, selon certains, une femme naïve, selon d'autres, une femme libérée sexuellement parlant. Tous ces personnages unidimensionnels-là, comme je vous le disais, vont venir briser le dialogue entre Marie et Teddy Bear, qui eux sont des personnages qui sont plus complets, plus complexes. Puis c'est voulu en fait que les personnages suivants soient unidimensionnels. C'est voulu. Parallèlement à ça, à plusieurs moments dans le roman, Jacques Poulain nous montre en fait que ces personnages sont en train de se déshumaniser et que les machines entourant ces personnages-là, eux, sont en train de s'humaniser. Donc quand on additionne ces personnages unidimensionnels-là avec cette déshumanisation des humains et les discours qu'on retrouve dans Les Grandes Marées, discours qui souvent sont à sens unique, on arrive à la conclusion en fait que Jacques Poulain tente de nous parler de la difficulté de communiquer qu'ont les humains modernes. On nous montre en fait qu'il y a une cacophonie de discours justement unidimensionnels dans lequel on n'est plus capable d'arriver à de la nuance. Puis je pense que quand on lit ça et qu'on se questionne,
on peut arriver à comprendre que Jacques Poulain a essayé de nous parler de notre société, de vers où on s'en allait. Et je fais un lien avec ce que je vous ai parlé plus tôt dans la semaine 5. Si je ne me trompe pas, c'est dans la semaine 5. Je vous parlais du meilleur des mondes, de la proximité en fait entre dystopie et utopie. Je pense que ce roman-là vient exactement nous montrer ça, en fait, que à la base, l'idée du patron, c'est d'envoyer son employé sur une île déserte qui est un paradis terrestre, donc une certaine utopie, vivre de la solitude, vivre tranquillement et aisément. Puis par la suite est ajoutée Marie qui vient rajouter encore plus à cette utopie-là, à cet Éden-là. Et tout vire mal en fait avec les bonnes intentions du patron qui veut donc bien soigner son traducteur et qui malheureusement en fait vient juste causer sa perte, vient juste causer une solitude qui est de plus en plus grande, un refroidissement même littéralement de son corps et de son âme jusqu'à une fin tragique. Donc c'est un roman qui exprime, je trouve, très bien cette proximité-là entre l'utopie et la dystopie. Pour terminer avec les Grandes Marées de Jacques Poulain, je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu plus amplement du patron. Le patron, c'est une figure qui est très intéressante dans ce roman-là parce que le patron des Grandes Marées possède le soleil, possède un hélicoptère et possède l'île sur laquelle il envoie son employé. Île qui existe pour vrai, l'île Madame, proche de l'île d'Orléans à Québec. Et ces possessions-là que le patron du roman rappelle en fait les possessions ou qu'avait du moins le petit Paul Dédédédé. Donc Paul Desmarais était vraiment propriétaire de l'île Madame, du journal Le Soleil et d'un hélicoptère. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit clin d'œil à la réalité, qui vient inscrire la fiction dans un contexte réaliste. J'ai trouvé ça super intéressant à ce niveau-là. Somme toute, c'est un livre que j'ai bien aimé. C'est pas un livre que j'ai adoré, mais j'ai vraiment aimé l'analyser. Par contre, j'ai passé peut-être 2 à 3 heures à faire des recherches, à écrire pour essayer de sortir les idées que j'avais en tête. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire l'analyse de ce livre-là. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller chercher, d'aller creuser, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très plaisant dans l'action de faire ça, en fait, d'aller creuser un roman. On se sent comme un petit enquêteur, on cherche des symboles ou des sens qu'on n'aurait pas vus à prime abord. Donc honnêtement, si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, je vous conseille fortement Les Grandes Marées de Jacques Poulain. Nouvelle chasse, pas le choix de l'acknowledge, that's what up YouTube, les petits cheveux roses, j'ai l'air d'un héroïnomane des années 90 apparemment, je suis très down avec ça. Aujourd'hui je vous parle de Ballonné Suicide de Violette Py. Violette Py, c'est un musicien que j'adore, pour ces raisons-là j'avais des attentes démesurées. Malheureusement, quand on a des attentes qui sont démesurées, ça peut arriver qu'on ait une certaine déception. C'est ce qui m'est arrivé en fait quand j'ai été voir Kendrick Lamar sur les plaines. Juste avant, il y avait Anderson .Paak en première partie. Anderson .Paak que je ne connaissais pas. Et si vous aviez à me demander comment le show s'est passé, je pense que, en toute honnêteté, je vous dirais que je me rappelle plus de la partie d'Anderson .Paak. J'ai eu une meilleure expérience à Anderson .Paak qu'à Kendrick Lamar. Peut-être justement parce que mes attentes envers Kendrick étaient démesurées. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec Ballonné Suicide, un recueil que j'ai adoré, mais qui, en toute honnêteté, si j'avais eu des attentes qui étaient un petit peu plus raisonnables, j'aurais apprécié encore probablement plus. C'est un recueil qui, honnêtement, vaut le détour. Je me l'avais mis vraiment loin dans ma liste. Je me disais que j'allais le lire en fin de parcours, mais j'ai pas pu résister. J'étais trop hype. J'avais vraiment trop envie de lire Ballonné Suicide. Déjà, en partant, le titre me parle beaucoup. Je trouve que ça donne très bien le ton du recueil. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que c'est pas vrai que tous les poètes sont des hommes tristes. Malheureusement, avec Ballonné Suicide, ben pas malheureusement, là, en fait,
Ballonné Suicide me fait un peu mentir parce que on sent une certaine mélancolie dans ce recueil de poésie-là. C'est très très grunge. Ça me fait penser... Violet P overall me fait penser à un Kurt Cobain québécois. Puis je trouve que dans Ballonné Suicide, ça se ressent beaucoup. Il y a des fautes d'orthographe qui sont simplement barrées. Parce que c'est écrit un mélange entre une dactylo puis une espèce d'écriture à la main. Donc il y a des fautes qui sont simplement barrées au trait rouge, qui sont corrigées. Parfois il y a même des fautes, en tout cas j'ai cru remarquer quelques fautes qui ne sont pas corrigées tout simplement. Donc c'est quelque chose de très brouillon, de très raw, et j'ai adoré cette partie-là. C'est vraiment un excellent recueil de poésie. On sent les relents de la plume de Violet P. Musicalement, Violet P, c'est quelqu'un qui est très très intéressant. Je vous invite à aller écouter son album Manifeste contre la peur, qui est un excellent album. Selon moi, c'est un des meilleurs albums québécois ever. Honnêtement, c'est vraiment un album avec une profondeur incroyable. Et on ressent ça dans la poésie de Violet P. Par contre, c'est sûr que comme il le mentionne lui-même, quand on fait de la poésie, quand on fait de la musique ou de la sculpture, c'est complètement différent. Les raisons du pourquoi on le fait sont différentes également. Puis je pense qu'il l'a très bien expliqué. Parce qu'au début du recueil, je me disais « Ah, c'est pas le Violet P que je pensais avoir. » Puis quand j'ai vu justement que il expliquait que pour lui, différents médias veulent dire différentes formes d'expression, différents sentiments exprimés. Ça m'a fait plaisir de lire ça en fait, parce que ça m'a fait peut-être justement réajuster le tir, sans dire que je baissais mes attentes, parce que mes attentes envers Violet P, qui comme je l'ai dit est à mon avis un des meilleurs musiciens à avoir foulé le sol du Québec, sont quand même hautes malgré tout. Ça m'a permis de réajuster le tir, de peut-être comprendre qu'est-ce qui me chicotait. C'était en fait simplement que je retrouvais pas exactement la même version de Violet P, mais que c'était tout à fait normal en fait. Justement, en achetant son recueil de poésie, c'est pas un CD que je voulais lire, c'est un livre que je voulais lire. Je vous lis tout de suite un poème que j'ai énormément apprécié et qui va comme suit. J'espère que Walt Disney est mort triste, avec le sourire d'une souris et un coup de pied de princesse dans les testicules. Gelé dans un tube de verre au milieu vide de son royaume. Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une certaine ode à un passé, mais en même temps un certain cynisme par rapport à ce passé-là, par rapport au présent, par rapport à l'avenir également. C'est un recueil qui est très riche, qui en dit beaucoup. Puis plus j'en parle, puis plus je me rends compte que j'ai vraiment aimé ça. Je pense que c'est ça. C'était vraiment une question d'attente. Je pense que définitivement Violet P coche toutes les cases, que ce soit de faire un produit qui est relatable, un produit qui est universel, un produit qui a une certaine individualité. Je pense qu'on apprend énormément à découvrir l'homme, le poète dans ce recueil-là. Je vous invite à aller vous chercher Ballonné Suicide de Violet P. Puis je pense qu'on pourrait se finir ça avec une lecture d'un autre poème, si vous le permettez. Donc ça va comme suit. N'abandonne pas ceux que tu aimes, même s'ils sont entourés de ceux que tu détestes. Ils ont besoin de toi. Tâcher des autres, ils ont peut-être mal de ne pas sentir l'obligation de partir. Ils sont peut-être pris. Apprends à prendre soin des perles sans vouloir un collier. Apprends à défaire les nœuds que tu fais si bien, les tripes tressées. Ce que je remarque également, qui s'ajoute à toute l'espèce d'aspect grunge dont je vous parlais, c'est des strophes complètement barrées, des peut-être qui sont écrits PE. Donc c'est très moderne, c'est très accessible à la compréhension de l'homme moderne. Non, sérieux, c'est vraiment bon, honnêtement. Je pense que c'est accessible à toute personne qui ressentirait une certaine mélancolie, une certaine déprime, un certain blues. Mais c'est également accessible à tout le monde, en fait. J'ai l'air d'en parler comme si c'était super lourd, mais honnêtement, je pense que de la manière que c'est écrit, la forme que le recueil prend également, c'est quelque chose de très léger. On dirait que ça transpire une certaine gaieté dans la manière d'être faite. Je pense que y a des personnes qui, par le fait d'expulser,
arrive à trouver une certaine paix d'esprit. Puis on dirait qu'il y a vraiment ce contraste-là dans le recueil Ballonné Suicide de Violette Py entre un certain blues puis un laisser-aller qui laisse croire peut-être à quelque chose de plus heureux. Allez-vous comme ça, Ballonné Suicide, Violette Py, c'est paru chez La Mèche dans la collection Les Doigts ont soif, un excellent recueil de poésie. Vous allez capoter! Je vais être 100% franc avec toi, YouTube. J'ai beaucoup de difficultés dans les dernières semaines à keep up le pace. À part la vidéo de Ballonné Suicide, dans les 2-3 dernières semaines, j'ai rien enregistré. Je lis moins rapidement aussi. Donc c'est comme une première vraie partie creuse. J'en avais parlé un peu, j'étais tombé dans Survivor, puis j'avais eu de la misère à me rembarquer. Après, tu sais, ça a été, cette semaine, ça a été The Last Dance. J'ai écouté ça, man, what the fuck, The Last Dance, c'est pas vrai, pourquoi j'avais dormi là-dessus. Il y a toujours autre chose, en fait, qu'on peut faire d'autre que de lire. Puis j'étais un peu tombé, j'ai eu des vacances à la job, puis j'étais un peu tombé dans ce rythme-là. Je reprends tranquillement, pas vite, ma lecture. Je pense que ça nous arrive à tous, en fait, d'arriver à un certain moment, de tomber sur un livre en particulier, puis que ce livre-là nous bloque, en fait, nous donne l'impression qu'on n'arrive plus à lire. Dans mon cas, à moi, c'est L'Homme approximatif de Tristan Tzara. Je vais sûrement vous en parler dans les prochaines semaines parce que je m'entête à le lire. Entre-temps, j'ai lu d'autres livres, mais vraiment moins rapidement que j'aurais voulu. Je pense qu'il va vraiment définitivement falloir que je me botte un petit peu le cul parce que j'ai perdu dans le fond l'avance que j'avais. Au début, j'ai lu super rapidement. Ce qui fait qu'en une semaine, j'avais lu peut-être l'équivalent de ce qu'il fallait que je lise en 2 ou 3 semaines. Puis j'avais fait les vidéos, etc. Donc j'avais pris une certaine avance que j'ai perdue. Mais c'est pas grave parce que ça fait partie en fait du défi littéraire d'avoir un défi. Si c'était trop facile, justement, ça serait pas le fun. Puis c'est la régularité en fait que je pense que je tente d'atteindre. Parce que je sais déjà que je suis capable de lire assez rapidement, puis que je suis capable de faire justement comme au début, lire 8, 9, des fois 10 livres dans une semaine, ça me stresse pas tellement. Maintenant, ce qui me stresse surtout, c'est que j'ai des grandes périodes creuses. C'est ce que j'essaie d'éliminer avec ce défi-là. Donc là, pour le moment, voyez-vous, dans la dernière semaine, j'ai lu mes 3 livres, mais j'avais, en tout cas, là, je suis dans les gros moments de confidence, on dirait, je me sens mal, mais en fait, c'est pas grave, là, je vais me réajuster, puis tout va être chill. En tout cas, là, ce matin, j'ai pris mes vitamines, j'ai bu mon petit café, il est caché en dessous sur la table, puis je suis de bonne humeur, puis je pense que ça va bien aller pour l'enregistrement de cette vidéo-là. Je pense que ça va bien aller pour l'enregistrement des autres vidéos pour les 2 autres livres que j'ai lus cette semaine. Puis, that's what up. En tout cas, j'avais chômé, là, je suis content d'être back, man, devant une caméra. Au début, je me sentais fucking whack de parler à ma caméra. Puis là, je sais que je parle pas directement à ma caméra. En tout cas, physiquement, en ce moment, je suis en train de parler à ma caméra. Mais je suis en train de parler à toi, man. Puis ça c'est fucked up pour vrai. En tout cas, tout un asti de long buzz, là. C'est à cause de des tangentes de même, asti, que mes vidéos sont trop longues et personne les écoute. La vie devant soi, Romain Gary, écrit sous le nom de plume de Émile Ajar. C'est un roman qui a gagné le prix Goncourt en 1975 et c'est pas pour rien que La vie devant soi de Romain Gary est un énorme classique de la littérature française. C'est vrai que c'est particulièrement bon. Donc on a un narrateur qui est Momo, en fait, un jeune homme musulman qui vit chez Madame Rosa, une vieille femme juive, qui l'accueille chez elle, en fait, parce qu'elle a un espèce de garderie pour les enfants des prostituées. Donc, c'est un peu la prémisse de base du roman. Il y a beaucoup de mystères qui entourent toute la narratologie de ce roman-là. On sait que c'est Momo qui nous raconte l'histoire. On sait pas l'âge qu'il a quand il nous raconte l'histoire.
On sait qu'il s'adresse à nous, du moins on pense qu'il s'adresse à nous, mais justement on se questionne s'il serait pas en train de raconter cette histoire-là à quelqu'un d'autre. Et on a des réponses en fait à la toute fin du roman, chose que j'ai trouvé très intéressante. Au-delà de tout l'aspect narration, de la forme, l'histoire est vraiment excellente aussi. On nous parle d'une France multiculturelle, une France des années 70 j'imagine, qui apparaît en fait sous le regard d'un jeune immigrant. Donc on voit comment ses valeurs à lui peuvent rentrer en contradiction avec les valeurs de son pays. On voit également en fait la misère dans laquelle parfois le pays d'accueil laisse les immigrants. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup de réflexions sur les valeurs, sur le système de valeurs, sur l'enfance également. Parce que Momo a 10 ans quand l'histoire commence, puis 14 ans à un certain moment dans le roman. Donc il y a définitivement toutes ces questions-là par rapport à l'enfance. Qu'est-ce que c'est un enfant? Qu'est-ce que c'est de vieillir? Qu'est-ce que l'âge représente réellement? Et on a les réponses à toutes ces questions-là au travers d'une réflexion de Momo suite à un passage aux pages 90 à 92, dans un passage dans lequel Madame Rosa se fait administrer de l'héroïne. Momo réfléchit après avoir eu une discussion avec un médecin qui vient voir pour être sûr que Madame Rosa soit correcte. Et le médecin lui dit « Mais enfin, comment est-ce possible? Qui a procuré à cette vieille dame de l'héroïne? » Puis Momo a la réflexion suivante. Il dit « Je le regardais, les mains dans les poches, et je lui ai souri. Mais je ne lui ai rien dit parce qu'à quoi bon? C'est un jeune mec de 30 ans qui avait encore tout à apprendre. » Ce passage-là, je trouve qu'il est fort parce que il vient exprimer justement que Momo, du haut de ses 10 ans, en connaît beaucoup trop. Et souvent, le milieu dans lequel on va être élevé va avoir une influence directe sur comment nous on agit. Il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir à jouer un rôle paternel ou maternel envers leurs parents. C'est triste, mais c'est une réalité dans laquelle plusieurs jeunes vivent. Puis ça n'implique pas nécessairement d'être dans la misère là, que de vivre cette situation-là. Je pense que ça va vraiment plus avec l'éducation que les enfants reçoivent. Il y a toute la question de l'identité qui est centrale dans ce roman-là et dans le courant du postmodernisme, courant dans lequel ce roman s'inscrit. La question identitaire passe énormément par le personnage de Momo, un personnage qui connaît pas ses parents, mais également un personnage qui parle yiddish. Il y a toute la question culturelle justement de l'identité qui va rentrer là-dedans également. Momo va aller chercher beaucoup d'informations, il va aller apprendre beaucoup auprès de Monsieur Hamil, un autre homme musulman qu'il va rencontrer dans un café. Il va apprendre beaucoup également auprès de Madame Lola. C'est ça qui est étonnant avec Madame Lola, c'est qu'elle est décrite comme une travestie, mais en fait c'est une femme transsexuelle qui est pré-opération, là, du moins selon les informations qu'on nous donne, ça ressemble beaucoup à ça, mais je ne vais pas me prononcer pour elle. Et justement, ben, il y a tout cet apprentissage-là, en fait, de la sexualité, de l'expression de genre que Momo va faire au travers de ce personnage-là. Puis justement, ben, cet apprentissage-là va se faire avec une certaine maladresse. Il y a des paragraphes, en fait, dans lesquels Momo va utiliser les deux pronoms. Faut dire que en 1970, je pense que la question de la non-binarité n'était pas encore nécessairement mise de l'avant. Après, corrigez-moi si je me trompe. Ces questions-là, en fait, que Madame Lola se pose, ben, je pense qu'au final, ça peut amener Momo à comprendre que lui aussi, potentiellement, il faut qu'il se les pose. Je pense que c'est des questions que tout le monde a à se poser à un certain moment dans sa vie, ben, à comprendre qui est-ce qu'on est, puis ça fait partie en fait du parcours de Momo. Ça fait partie normalement de notre parcours à nous aussi. Au final, est-ce que Momo arrive à trouver son identité à 100% à la fin du roman? Je pense que définitivement pas, mais je pense que justement l'identité at large, c'est quelque chose qu'on apprend à découvrir à tous les jours. Je pense qu'on apprend à vivre avec soi-même tout au courant de notre vie. Puis, ben, définitivement, ça c'est la question, le thème de l'identité, c'est un thème qui
personnellement m'intéresse beaucoup. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir une réflexion d'un jeune homme en fait de cet âge-là sur toute cette question-là. Au centre de ce roman-là également, il y a une critique du milieu hospitalier occidental. Puis je pense que on peut quand même relate à ça au Québec beaucoup avec l'aide médicale à mourir qui est permise depuis peu. Sans en parler, sans le nommer exactement comme ça, Romain Gary parle beaucoup de cette aide médicale à mourir-là. Faut dire qu'en 1970-75, on était dans l'ère du progrès, dans le plus gros de l'ère du progrès. L'arrivée de beaucoup de médicaments, de progrès médicaux qui se sont faits, qui se sont développés après les deux guerres. Donc, on est rendu en mesure de garder, puis c'est encore le cas aujourd'hui, mais on garde les vieux de plus en plus vieux. Donc, c'est quelque chose qui peut potentiellement faire peur, surtout quand on est au tout début de ça, parce qu'on se questionne à savoir dans quelles conditions est-ce qu'on garde ces gens-là en vie. Définitivement, je pense que Romain Gary remet beaucoup ça en question. Je vais essayer de gagner un peu plus d'enthousiasme là, parce que j'ai l'impression d'être très monotone en ce moment. Donc, le temps qu'il y ait une petite musique là, qui joue puis tout, je vais me donner deux, trois petites claques d'en face. Puis je vous reviens avec full d'énergie pour vous parler de ma suggestion de la semaine. La vie devant soi, Émile Ajar, Romain Gary. Hein? Pas pire les petites claques. Allez vous coder ça pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Mais ça sera pas ma suggestion ultime de la semaine, malheureusement. Ballonné suicide, je l'ai dit, j'ai adoré ça. Ça m'a laissé un peu sur ma faim. Mes attentes étaient trop grandes. Je vous invite à aller lire Ballonné suicide parce que c'est vraiment un bon recueil de poésie. Quand vous aurez fini de le lire, pas avant parce que sinon vous allez avoir le même... le même problème que moi. Mais un coup, vous allez avoir lu ça. Allez écouter Manifeste contre la peur. Un excellent album, probablement un des meilleurs albums qui s'est produit au Québec dans les dernières années. Et pour terminer, ma suggestion de la semaine, Les Grandes Marées de Jacques Poulain. Pour la simple et bonne raison que j'ai adoré faire l'analyse littéraire des Grandes Marées de Jacques Poulain après l'avoir lu. Ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. En tout cas, j'ai fait une analyse papier avant de faire la vidéo, justement parce que je trouvais qu'il y avait tellement de choses qui avaient un potentiel analytique. Je pense que en fait n'importe quel livre aurait pu me donner ce même feeling-là. Mais je sais pas pourquoi Les Grandes Marées l'a fait plus que La vie devant soi, puis en fait plus que tous les romans que j'avais lus à date dans ce projet-là. Donc honnêtement, vraiment simplement juste pour ça, mais également parce que c'est un bon roman en soi. Les Grandes Marées, Jacques Poulain, ma suggestion, si vous avez envie d'une lecture qui va vous amener à vous questionner sur ce que vous lisez, sur tous les sous-entendus et sur toute la signification de ce que vous lisez. Ça va être un excellent roman. Puis je me demande même en fait pourquoi il n'y a aucun prof du cégep qui me l'ont mis à l'étude parce que je pense que c'est un roman qui définitivement aurait le potentiel d'être mis à l'étude puis d'avoir une dissertation complète sur le sujet. Mon nom est Maxime Ouellette, un petit peu plus en forme que pendant la vie devant soi, un petit peu moins en forme que pour la vidéo de la semaine prochaine. On se revoit d'ici là, faites attention à vous, peace out.